nous avons créé la théorie scientifique la plus réussie de l'histoire. Quarksite, le modèle standard. Il est si parfait qu'il peut prédire le comportement d'un électron avec une précision d'une partie sur 1000 milliards. C'est là que le paradoxe commence, car cette théorie parfaite décrit un univers qui devrait être complètement vide. Pourtant, tu existes. Et maintenant, une anomalie qui persiste depuis 12 ans au CERN pourrait être la réponse à ce paradoxe. Cette déviation, au niveau de 4 sigma, est trop significative pour être le fruit du hasard. Et elle refuse de disparaître avec chaque nouvelle donnée. Mais ce n'est pas seulement une bizarrerie statistique. Cela pourrait être la trace laissée par cette milliardième particule, rescapée du Big Bang. Si tu veux voir où se cache la réponse à la plus grande question « Pourquoi ?» de l'univers, aime et abonne-toi, car cette porte verrouillée depuis 50 ans est peut-être en train de s'entr'ouvrir. Nous commençons. Le monde scientifique croyait depuis 50 ans que la physique possédait un livre de règles parfait, appelé le modèle standard, une structure inébranlable qui expliquait tout, qui confirmait chaque expérience. C'est pourquoi, pour trouver une fissure dans cette structure, nous avons construit la machine la plus grande et la plus puissante de l'histoire humaine, le grand collisionneur de Hadron. Cette machine gigantesque, coûtant des milliards de dollars et employant des dizaines de milliers de personnes, n'avait qu'un seul but, briser la physique. Mais l'ironie, c'est que la rupture révolutionnaire que nous cherchions n'est pas venue des collisions les plus violentes, ni des explosions les plus bruyantes. Elle se cachait dans l'un des murmures les plus silencieux, là où personne ne l'attendait. Pour comprendre ce murmure, tu dois d'abord comprendre ce livre de règles parfaites. Le modèle standard, c'est le sommet intellectuel de l'humanité, avec des équations qui tiennent sur une seule page. Il décrit chaque particule fondamentale qui compose l'univers, Haskraxis, et 3 des 4 forces fondamentales de la nature. Cette description est si précise qu'elle dépasse l'intuition humaine. Quand les physiciens utilisent le modèle standard pour prédire le comportement magnétique d'un électron et qu'ils le mesurent en laboratoire, la théorie et l'expérience concordent à une partie sur 1000 milliards près. C'est comme prédire la distance de la Terre à la Lune, avec la précision de l'épaisseur d'un seul cheveu humain. Pendant 50 ans, chaque expérience, chaque mesure a donné le même résultat. Le modèle standard a encore raison. C'est pourquoi ce livre est le fondement de la science moderne. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que ce livre parfait cache un terrible secret, car le modèle standard est notre plus grand échec. C'est la description parfaite d'un univers dans lequel rien ne devrait exister. Le livre dit que lorsque l'univers est né, la matière et l'antimatière auraient dû être créées en parfaite égalité, et que ces 2 frères opposés auraient dû s'annihiler complètement, ne laissant derrière eux qu'un cosmos vide, fait de pure lumière. Pourtant, tu existes. Tout ce qui t'entoure existe, car d'une manière ou d'une autre, pour chaque milliard de particules d'antimatière, l'univers a créé 1 milliard et une particule de matière, ce surplus d'1 milliardième. Cette minuscule erreur de survie a formé chaque galaxie, chaque étoile, chaque atome que tu vois aujourd'hui. Le modèle standard ne peut pas expliquer la gravité. Il ne peut pas décrire la matière noire, invisible, qui maintient les galaxies ensemble. Il ne peut pas voir l'énergie sombre qui déchire
et étend l'univers. Et le plus important, il ne peut pas expliquer pourquoi tu existes. C'est pourquoi, depuis 50 ans, les physiciens cherchent ce qui se trouve au-delà de ce livre, parfait mais incomplet. Et cette quête nous mène à 100 mètres sous la frontière franco-suisse. Là, dans un anneau de 27 kilomètres, les conditions les plus extrêmes de l'univers sont recréées. Le grand collisionneur de Hadron est une machine à remonter le temps. À l'intérieur, 2 faisceaux de protons effectuent 11 245 tours par seconde, atteignant 99,99999,1% de la vitesse de la lumière. Les aimants supraconducteurs qui les maintiennent en orbite sont refroidis à seulement 1,9 degré au-dessus du zéro absolu. Cela signifie que le grand collisionneur de Hadron est encore plus froid que l'espace intergalactique. Cette machine n'a qu'une seule mission: briser la matière avec une telle violence que quelque chose de nouveau, non prédit par les équations, puisse émerger. Pendant des années, ce marteau cosmique géant a frappé des protons les uns contre les autres, dans l'espoir de trouver de nouvelles particules lourdes. Mais la réponse ne se trouvait pas dans ces grandes explosions. Elle était cachée dans l'un des échos les plus fragiles, les plus éphémères, qui surgissent après les explosions. Le nom de cet écho est le Méson B. L'un des détecteurs sur l'anneau du LHC, appelé LHC-P, a été construit spécifiquement pour se concentrer sur cette particule. Ce n'est pas un instrument conçu pour la force brute, mais pour la précision. Les mésons B sont des objets incroyablement instables, qui contiennent une particule appelée quark beauté. Ils vivent environ 1,5 billionième de seconde. Ils apparaissent et disparaissent presque instantanément. Mais, dans cette vie incroyablement courte, ils font quelque chose d'extraordinaire. Des expériences quantiques. Car lorsqu'un méson B se désintègre en d'autres particules, cette transformation se produit via un pont instantané appelé boucle du pingouin. C'est l'une des choses les plus magiques de la physique. À l'intérieur de cette boucle, des particules virtuelles, qui ne devraient officiellement pas exister, sont empruntées à la réalité pour un instant, puis remboursées. Et cette boucle pourrait contenir les plus grands secrets de l'univers, car à l'intérieur de ce pont instantané, même des particules que nous n'avons pas encore découvertes, trop lourdes pour que le CERN puisse les créer directement, peuvent passer comme des fantômes et laisser une trace. La mort du méson B se transforme en un microscope pointé vers l'inconnu. Tu ne peux pas voir le monstre, mais tu peux apercevoir son ombre dans l'eau. C'est pourquoi LHCbTS, comme s'il cherchait une aiguille dans une botte de foin de la taille d'une montagne, a examiné 650 milliards de désintégrations enregistrées entre 2011 et 2018. Et c'est ici que tout se rejoint. Une théorie parfaite, mais incapable d'expliquer notre existence. La plus grande machine de l'histoire construite pour briser cette théorie. Et à l'intérieur de cette machine, une minuscule particule qui meurt en 1 billionième de seconde, servant de fenêtre sur l'inconnu. Quand les physiciens ont regardé par cette fenêtre, ils ont vu une fissure dans le mur parfait du modèle standard. Mais cette fissure ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant, car cette fissure, depuis 12 ans, avec chaque nouvelle donnée, avec chaque nouvelle vérification, persiste et insiste à rester là. Alors, que signifie exactement cette trace tenace laissée par une particule qui meurt en un si bref instant?
car cette trace tenace laissée par une particule qui meurt en un si bref instant signifie que les physiciens se battent contre eux-mêmes. C'est là que la plus grande machine de l'histoire teste non seulement les protons, mais aussi l'espoir humain. C'est pourquoi l'équipe qui étudie cette anomalie s'est imposée une interdiction pendant des années. Ils appellent cela l'analyse à l'aveugle. Cela signifie que les membres de l'équipe qui calculent le résultat n'ont pas eu le droit de voir la réponse finale pendant des années, tout comme un jury est isolé du monde extérieur. Ces physiciens ont été isolés de leurs propres attentes et de leurs propres espoirs. Ils ont calibré les instruments, modélisé toutes les sources d'erreurs possibles, répété chaque étape de la mesure encore et encore. Mais le résultat réel est resté enfermé dans une boîte scellée à l'intérieur du logiciel, car la nature humaine est faible. Si tu travailles en connaissant la réponse, tu te diriges involontairement vers la réponse que tu veux voir. C'est ainsi que la physique se protège de l'espoir. Et puis, vient le jour de l'ouverture de la boîte. Dans une salle de conférence ordinaire, au milieu des tasses de café et des ordinateurs portables, des années de travail sont condensées en un seul clic. Le graphique apparaît sur l'écran de projection. Et tout le monde dans la pièce apprend en même temps ce que l'univers cachait. Et ce jour-là, quand la boîte a été ouverte, les angles étaient prêts faux. Pas faux de manière brutale, comme une machine défectueuse, faux de manière subtile, cohérente et têtue. Les particules se séparaient en s'écartant légèrement des trajectoires prédites par le modèle standard. Et cette déviation n'a pas disparu à mesure que les données s'accumulaient. Au contraire, elle est devenue encore plus claire. Lorsque l'analyse a été publiée, cette déviation était au niveau de 4 déviations standards, soit 4 sigma. Voici ce que cela signifie. Si le modèle standard est correct et que ce que vous voyez n'est qu'un bruit sans signification dans les données, la probabilité qu'une telle coïncidence se produise est d'environ 1 sur 16 000. Pour une personne ordinaire, cela peut sembler une preuve définitive. Mais, en physique des particules, ce n'est pas une découverte. Le seuil pour une découverte est de 5 sigma. Cela signifie que la probabilité doit être d'environ 1 sur 1,7 million. 4 sigma n'est pas une découverte. 4 sigma, c'est une main qui se pose sur ton épaule dans une pièce sombre. Cela exige une explication. Mais, cela ne te dit pas à qui appartient cette main. Mais voici précisément ce qui distingue ces 4 sigma des centaines d'autres lueurs d'anomalies oubliées. Il n'est pas seul, car en 2025, l'expérience CMS, située à l'exact opposé de l'anneau, a mesuré la même désintégration avec un détecteur complètement différent, un matériel, un logiciel et une équipe de milliers de personnes différentes. Le résultat était compatible avec LHCb, moins précis, mais la déviation était exactement dans la même direction. 2 équipes différentes qui ont consacré leur carrière à se contredire mutuellement ont vu la même tendance mystérieuse dans les mêmes données. Cela signifiait que le problème ne venait pas d'une erreur sur une seule machine, d'un câble mal branché. De plus, cette anomalie n'était pas nouvelle. Ce canal de désintégration murmurait depuis plus d'une décennie. Les premiers indices sont apparus en 2013, dans une observation si obscure connue sous le nom de P5'. L'anomalie était là dans le premier ensemble de données. Elle était encore là quand les données ont doublé. Elle était là en 2015 et en 2020. Et maintenant,
après l'accumulation de 12 ans de données. Elle est toujours là. Elle ne s'est jamais transformée en une découverte évidente. Mais elle ne s'est jamais non plus évanouie dans le néant. Pourtant, malgré tout cela, il reste une dernière possibilité qui empêche les théoriciens de dormir la nuit. La possibilité la plus ennuyeuse, la plus décevante, la boucle du pingouin. Même à l'intérieur du modèle standard, la question n'est pas complètement vide. Parfois, des particules ordinaires, appelées quarks charmés, peuvent s'immiscer dans cette boucle. Et calculer le comportement de ces particules dans cet environnement est si difficile que les physiciens appellent sérieusement cette situation les pingouins charmés. Si l'effet de ces pingouins charmés est bien plus fort que ce que prévoient les calculs actuels, il pourrait imiter l'empreinte d'une nouvelle physique. Dans ce cas, la fissure dans le mur ne serait pas une nouvelle loi, mais juste une illusion en forme d'oiseau dessinée par les quarks, un simple reflet dans notre propre miroir. Les calculs les plus récents montrent que cet effet seul ne suffit pas à expliquer la déviation observée. Mais l'incertitude n'a pas encore été complètement éliminée. Nous en sommes exactement là. Une théorie parfaite de 50 ans. Une fissure dans le mur de cette théorie, qui refuse de disparaître depuis 12 ans. Vue par 2 machines gigantesques, c'est soit le premier signal réel que la nature nous envoie, soit une illusion quantique d'une complexité incalculable qui trompe des milliers de physiciens en même temps. Pour comprendre la différence entre les deux, nous devons d'abord nous rendre dans un endroit plus sombre, le cimetière de la physique. Car avant de comprendre si cette fissure est réelle, tu dois voir combien de fois la science s'est trouvée exactement ici et à quel point elle a appris douloureusement que la main sur son épaule appartenait en réalité à un fantôme. Et maintenant, le vrai choc arrive. Car sais-tu pourquoi les mains des physiciens qui ont trouvé cette fissure sont si calmes? Pourquoi ne crient-ils pas victoire? Parce qu'ils ont déjà traversé ce cimetière à de nombreuses reprises. C'est un lieu qui n'est pas écrit dans les manuels de physique, qui n'est pas mentionné dans les halls du CERN, mais que chaque physicien connaît par cœur. Le lieu où meurent les anomalies. Le lieu où reposent les fantômes qui semblaient tout changer, qui ont fait les gros titres, qui ont inspiré des centaines d'articles, mais qui ont finalement été victimes d'un simple câble, d'une coïncidence ou d'une erreur de calcul. Avant de croire à cette fissure dans le mur, tu dois marcher dans ce cimetière. Commençons par le fantôme le plus bruyant. Date, septembre 2011. L'expérience, opéra. Enfoui sous le massif du Gran Sasso en Italie. Annonce quelque chose qui devrait être impossible. Il chronomètre des neutrinos tirés depuis le CERN, là-haut, à travers 730 km de croûte terrestre. Et les neutrinos arrivent 60 milliardièmes de seconde plus tôt que prévu, plus vite que la lumière. Ce n'était pas une mesure ordinaire, c'était au niveau de 6 sigma, une certitude statistique bien au-delà de tout seuil de découverte en science. Si c'était vrai, Einstein avait tort. La relation de cause à effet était négociable. Et les 100 dernières années de l'histoire de la physique devaient être réécrites. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe à la une de tous les journaux du monde. L'équipe pensait avoir tout vérifié. Mais, 5 mois plus tard, les techniciens ont trouvé la réponse. Un seul câble parmi des milliers. Le connecteur d'un câble à fibre optique reliant un récepteur G. PS à l'horloge maîtresse était mal branché. Ce minuscule espace avait retardé le signal de synchronisation de presque exactement la durée de l'anomalie, soit
60 nanosecondes. Les neutrinos n'avaient jamais dépassé la vitesse de la lumière. Juste une prise s'était déplacée. Le porte-parole de l'expérience a démissionné. Et la physique a réappris sa plus vieille leçon. Des affirmations extraordinaires peuvent être détruites par du matériel extraordinairement ordinaire. 6 sigma ne signifie rien si votre erreur n'est pas dans vos statistiques, mais dans vos hypothèses. Maintenant, un fantôme plus étrange. Un fantôme où il n'y a même pas de câble à blâmer. Décembre 2015. Les 2 détecteurs géants du grand collisionneur de Hadron, Atlas et CMS, annoncent leurs nouvelles données à plus haute énergie. Et tous deux, de manière complètement indépendante, voient la même chose. Dans les données, une bosse au niveau d'énergie de 750 gigaélectronvolts, un surplus de paires de photons. C'était le genre de signature parfaite que laisserait une nouvelle particule. 2 machines distinctes, 2 équipes distinctes. Au même endroit, la même bosse. La communauté de la physique théorique a perdu la tête. Dans les mois qui ont suivi, plus de 500 articles scientifiques ont été écrits sur une particule pas encore découverte. Des théories ont été élaborées sur ce qu'elle était, ce qu'elle signifiait, comment elle s'intégrait dans la structure plus profonde de l'univers. Pendant un instant, c'était l'objet le plus excitant de l'univers. Mais, en août 2016, après avoir collecté 3 fois plus de données, les 2 expériences ont de nouveau rapporté leurs résultats. La bosse avait disparu, pas expliquée, ça, pas réinterprété, simplement disparu. C'était un néant depuis le début. Juste l'univers qui lançait les dés, et les 2 expériences qui avaient en vue, par pure coïncidence, les mêmes dés tombaient de la même manière. 500 articles sur un fantôme. La leçon cette fois-ci était plus cruelle. Même l'accord de 2 expériences indépendantes n'est pas une preuve. Les statistiques peuvent conspirer. Rarement. Mais rarement ne veut jamais dire jamais. Pourtant, le fantôme le plus troublant et le plus pertinent pour cette histoire n'est aucun de ces 2. Il n'est mort ni d'une erreur, ni de la chance. Il est mort de quelque chose de bien plus fondamental. Pendant 20 ans, l'anomalie la plus célèbre de la physique des particules était l'oscillation magnétique du muon. Le muon est le frère plus lourd de l'électron. Et le modèle standard prédit son magnétisme avec une précision extraordinaire. Mais, en 2001, une expérience à Brookhaven a découvert que cette oscillation était un peu trop forte. Cette incohérence est restée en suspens pendant 20 ans au niveau de 3 sigma, à la fois séduisante et insoluble. C'est pourquoi Fermilab a reconstruit l'expérience et a annoncé en 2021 un résultat qui a fait les gros titres dans le monde entier. L'anomalie était passée à 4,2 sigma. En 2023, elle a dépassé les 5 sigma. La mesure était parfaite. Mais l'anomalie est morte quand même, car pendant que les expérimentateurs perfectionnaient la mesure, les théoriciens ont réalisé quelque chose en silence. La prédiction elle-même était fausse. La partie la plus difficile du calcul de l'oscillation du muon impliquait le comportement incertain des quarks et des gluons dans la mousse quantique. Et pendant des décennies, cela était estimé avec des données indirectes. Mais, ensuite, les supercalculateurs sont devenus assez puissants pour faire ce calcul à partir des principes fondamentaux. Les nouveaux calculs ont déplacé la prédiction théorique vers la mesure. Au début de 2026, l'écart entre la théorie et l'expérience était tombé
à une demi-déviation standard. Un néant. Une anomalie de 20 ans. La fenêtre la plus prometteuse d'une génération vers une nouvelle physique. Effacée, non pas par une meilleure expérience, mais par un meilleur calcul. Les poteaux de butte du château étaient au mauvais endroit depuis le début. Voilà la 3e leçon du cimetière. Et c'est la leçon qui devrait le plus t'inquiéter en pensant au pingouin. Parfois, la fissure n'est pas dans le mur. Parfois, la fissure est dans la carte du mur. Mais, attendez, ce n'est pas fini. Car la pierre tombale la plus proche est enterrée au cœur même de cette histoire. La famille à laquelle appartiennent les pingouins a son propre fantôme maudit, et la mort de ce fantôme est la plus fraîche de toutes. Car la famille des désintégrations de maison B, à laquelle appartient cette histoire, avait déjà produit l'une des anomalies les plus célèbres de la dernière décennie. Et cette anomalie est maintenant morte. Elle était connue sous le nom d'anomalie RK, et elle était encore plus profonde que l'anomalie angulaire. Car le modèle standard fait une promesse extrêmement claire appelée l'universalité leptonique. C'est comme une loi, inflexible. Selon cette loi, les électrons et les muons, qui sont identiques en tout point sauf leur masse, doivent être produits dans des proportions absolument égales dans ces rares désintégrations de B. La théorie ne négocie pas sur ce point. Soit ils sont égaux, soit la théorie est brisée. Et pendant 8 ans, les données ont dit que la théorie était brisée. Les maisons B semblaient en produire moins de muons que d'électrons. Cette incohérence est apparue en 2014. Elle s'est renforcée pendant une décennie. Et en mars 2021, elle a atteint 3,1 sigma. L'équipe de LHCb a utilisé le mot « preuve », preuve de la violation de l'universalité leptonique, preuve que la nature faisait une distinction entre deux particules que les lois de la physique disaient immuables, combinées à l'anomalie angulaire. Cela créait une image parfaite. Des théories ont été écrites où une seule nouvelle force pouvait tout expliquer en même temps. C'était le cas le plus convaincant pour une nouvelle physique d'une génération, et il reposait en grande partie sur RK. Mais, en décembre 2022, LHCb a annoncé que RK était faux. Pas la nature, la mesure était fausse. Un bruit de fond insidieux avait contaminé les données des électrons. Des particules se faisant passer pour des électrons s'étaient infiltrées à travers les algorithmes de détection d'une manière que les analyses précédentes n'avaient pas parfaitement modélisée. Quand l'équipe a reconstruit la mesure et corrigé cette contamination, l'asymétrie entre les électrons et les muons s'est évaporée. Le rapport est revenu exactement à 1 tchact, comme le prédisait le modèle standard. 8 ans d'espoir, des centaines d'articles de théorie, anéantis en un seul séminaire. L'équipe l'a fait elle-même et a publié la correction avec la même rigueur que l'affirmation originale. C'était la science fonctionnant exactement comme elle est conçue. Mais, selon les mots des physiciens qui ont vécu ce moment, c'était quand même comme des funérailles. Voilà le cimetière, un câble mal branché, une coïncidence statistique, une prédiction mal calculée, et un ensemble de données contaminées, 4 fantômes, 4 manières différentes pour une anomalie de mourir. Et aucune d'entre elles n'a nécessité que l'univers contienne quelque chose de nouveau. C'est l'épreuve que doit passer toute affirmation sur les fissures de la physique. Et c'est ce qui rend le moment présent vraiment étrange. Car l'anomalie angulaire actuelle a été confrontée à chacune de ces morts, une par une. Et
elle a survécu à toutes. Aurait-ce pu être un câble? Une erreur de machine? Cette explication a perdu sa chance en 2025 quand CMS, avec un détecteur complètement différent, a vu la même déviation. Quoi que ce soit qui tord de ses angles. Ce n'est pas une caractéristique propre à une seule machine. Et si c'était un fantôme statistique? Comme la bosse de 750 gigaélectronvolts, cette bosse est morte quand plus de données sont arrivées. Cette anomalie, MAPO, elle, a été nourrie avec 4 portions de données distinctes sur 12 ans et n'a jamais faibli. Les fantômes statistiques se dissolvent à mesure que les données augmentent. Celle-ci conserve sa forme. La probabilité que le pur hasard produise le même schéma cohérent sur plus d'une décennie, dans des expériences et des ensembles de données indépendants, n'est plus une probabilité de coïncidence. C'est une probabilité qui pointe vers l'existence d'une cause. Et la maladie de RK, un bruit de fond contaminé, c'est là que l'histoire même de l'anomalie devient sa plus grande garantie. La même équipe qui a traqué et exécuté son propre résultat le plus célèbre, a passé cette mesure au crible avec les mêmes couteaux. L'analyse angulaire n'utilise pas ces électrons perfides, mais des muons, qui sont mieux compris. Les bruits de fond sont différents, mieux maîtrisés, et ils ont été modélisés encore et encore au fil des générations d'analyse. Aucune explication ordinaire n'a fait surface. L'équipe a activement travaillé pour que ce résultat meure comme RK. Mais il refuse de mourir. Il ne reste qu'une seule forme de mort, la mort du muon G-2, c'est-à-dire les poteaux de but qui bougent, la possibilité que la prédiction du modèle standard, la carte du mur, SANED, ait été mal calculée. Et pour être honnête, c'est exactement là que la bataille se joue en ce moment. Le nom est pingouin charmé. Les quarks qui se promènent dans la boucle et créent des effets si difficiles à calculer qu'ils pourraient imiter la signature d'une nouvelle particule. C'est la dernière explication ordinaire, qui ne peut pas être tuée par des collisions, chat, mais seulement vaincue par une meilleure théorie. Et les calculs les plus récents disent qu'ils sont insuffisants pour cette tâche. Mais il n'y a pas encore de victoire définitive. Voilà pourquoi nous sommes ici. Cette anomalie a fait face à la cause de la mort de chaque fantôme du cimetière et est restée debout. Pas une erreur matérielle, car une deuxième expérience l'a vue. Pas la chance, car elle résiste aux données depuis 12 ans. Pas une contamination de données, car ceux qui l'ont traquée étaient des propres créateurs. Et probablement pas une erreur de calcul, car même les meilleurs théoriciens ne peuvent pas combler le vide. Cela la rend différente de tout ce qui a précédé. Mais, attendez, il y a un détail de plus que même le cimetière ne peut expliquer. Quelque chose qui distingue cette histoire de toutes les autres anomalies mortes. Et cette chose, c'est que cette fissure n'est pas seule. Alors, qu'y a-t-il derrière tout ça? Cette déviation tenace dans le tissu de la réalité. Cette anomalie qui a survécu au cimetière. Comment fonctionne-t-elle exactement? Pour répondre à cette question, nous devons ralentir le rythme soutenu jusqu'à présent et plonger dans certaines des idées les plus profondes et les plus étranges de la physique. Car saisir la signification de cette fissure exige de comprendre non seulement un résultat, mais un mécanisme. Et ce mécanisme pourrait changer fondamentalement notre compréhension de l'univers. Alors maintenant, ouvrons le capot de la machine et regardons de plus près comment le moteur fonctionne. Tout commence par une seule métaphore. La chambre close. Imagine que toute notre compréhension de la réalité est une seule pièce, construite avec les lois du modèle standard, parfaitement scellée. Nous vivons dans cette pièce depuis 50 ans.
Nous avons cartographié ces murs avec une précision d'une partie sur 1000 milliards. Nous avons touché chaque surface, tiré des particules dans chaque coin. Et les murs n'ont jamais, pas une seule fois, fléchi. La pièce est parfaite. Mais, en même temps, cette pièce n'est manifestement pas le bâtiment tout entier. 95% de l'univers, c'est-à-dire la matière noire et l'énergie sombre, n'existent pas dans les registres comptables de cette pièce. La gravité n'entre pas dans cette pièce, et la réponse à la question de savoir pourquoi la matière existe n'est écrite nulle part sur ces murs. Tous ceux qui vivent dans la pièce savent qu'il doit y avoir un extérieur quelque part. Mais, depuis un demi-siècle, personne n'a trouvé le moyen de voir dehors. C'est pourquoi des dizaines de milliers de personnes ont dépensé des dizaines de milliards de dollars pour construire le grand collisionneur de Hadron. Le but était de frapper les murs si fort qu'un trou s'ouvrirait. Mais le trou ne s'est pas ouvert là. Au lieu de cela, quelqu'un, dans un coin, cartographié par un diagramme en forme de pingouin, près du sol de la pièce, a senti un courant d'air. Un courant d'air n'est pas une porte, mais un courant d'air signifie qu'une porte existe. L'anomalie actuelle, c'est ce courant d'air. Alors, qu'est-ce qui nous permet de mesurer ce courant d'air? C'est le deuxième et le plus important mécanisme technique, le microscope quantique. Quand un méson B meurt, ce n'est pas une simple fragmentation, c'est une transformation. Et cette transformation se produit via un pont quantique instantané qui dure moins d'un billionième de seconde, appelé la boucle du pingouin. Cette boucle est l'un des outils les plus magiques et les plus puissants de la physique connue. Car pendant ce bref instant, des particules virtuelles apparaissent à l'intérieur de la boucle. Ce sont des éclats d'énergie empruntés à la réalité elle-même pour une durée si courte qu'elles ne peuvent officiellement exister. L'univers cligne des yeux un instant, et à ce moment-là, n'importe quelle particule peut surgir du vide, même des particules que nous n'avons pas encore découvertes. Des particules exotiques et trop lourdes pour que le LHC puisse les créer directement, peuvent entrer et sortir de cette boucle comme un fantôme. Elles sont utilisées pour achever cette transformation et remboursent leurs dettes avant que l'univers ne s'en aperçoive. C'est pourquoi ce processus est un microscope pointé vers l'inconnu. S'il existe une particule cachée et massive dans la nature, cette particule entre dans cette boucle comme un fantôme et laisse une empreinte. Une minuscule déviation dans les angles de diffusion des particules. Un léger changement dans leurs énergies. Tu ne peux pas voir le monstre lui-même, mais tu peux sentir son ombre, ce courant d'air, lorsqu'il traverse cette boucle. Ce mécanisme permet à la force brute du collisionneur géant de se transformer en un instrument de mesure incroyablement précis. Cela nous amène à la troisième et plus critique question. Pourquoi, ici, pourquoi cette fissure, ce courant d'air sacré, est-elle apparue précisément dans ce processus, sur ce mur? Parce que ce mur abrite le mystère le plus ancien et le plus inexplicable du modèle standard. L'énigme de la saveur. Le physicien Isidore Rabi, lorsqu'il a découvert le muon en 1936, a posé cette célèbre question. Qui a commandé ça? Personne n'a jamais pu lui répondre, car le modèle standard contient 3 copies de la matière. 3 générations. L'électron et ses 2 frères plus lourds, le muon et le tau. Les quarks ont également 3 générations de la même manière. Ces 3 générations sont identiques dans tout leur nombre quantique, à l'exception de leur masse.
et la théorie n'offre absolument aucune explication sur la raison de l'existence de ces copies. C'est la plus ancienne blessure ouverte de la physique des particules. Comme une bizarrerie dans les fondations d'un bâtiment. Tout le monde sait qu'elle est là. Mais personne ne peut expliquer pourquoi. Maintenant, fais attention à l'endroit où la fissure est apparue. Pas dans un processus aléatoire, dans un processus de saveur, c'est-à-dire au cœur même de ce mécanisme délicat où une génération de matière se transforme en une autre et où les familles de leptons sont contraintes par les lois à être traitées de manière égale. Si tu avais dû parier à l'avance sur l'endroit où le modèle standard s'effondrerait, où la physique manquante qui a construit l'univers, à partir de matière plutôt que de lumière, laisserait sa première ombre. Tu aurais parié exactement ici. C'est pourquoi cette anomalie n'est pas juste un nombre aléatoire. C'est une question juste, posée au bon endroit. C'est ce que nous voyons lorsque nous prenons le microscope le plus sensible dans une pièce fermée à clé et que nous le pointons vers le mur le plus faible que nous suspections déjà. Une théorie parfaite mais incomplète. Une boucle quantique magique capable de voir au-delà de cette théorie. Et le fait que cette boucle montre une anomalie au cœur même du plus grand mystère de la théorie. Lorsque ces trois pièces techniques s'assemblent, nous comprenons pourquoi ce que nous affrontons pourrait être différent des fantômes précédents. Ce n'est pas tirer à l'aveuglette, c'est aller à l'endroit sur la carte où il est écrit « Ici pourraient être des dragons » et voir que là-bas, quelque chose bouge vraiment. Mais cela nous amène à la plus grande question. Si le courant d'air est réel, si le microscope dit la vérité, alors qu'est-ce qui se trouve exactement dans cette boucle? Et cette question nous sort de la spéculation pour nous amener à des candidats concrets. Les physiciens ont déjà identifié deux principaux suspects pour l'identité de ce fantôme qui se tient dans cette boucle et affecte la mort des maisons B. Ce ne sont pas de simples corrections mineures, mais des entités d'un genre entièrement nouveau qui pourraient changer fondamentalement notre compréhension de l'univers. Et pour saisir ce que ces candidats signifient, nous devons voir comment ils violent certaines des règles les plus strictes du modèle standard. Car si cette anomalie est réelle, ce n'est pas seulement une fissure, c'est aussi le premier indice d'une nouvelle architecture. Le premier suspect porte un nom qui sonne presque comme un terme de science-fiction, le leptoquark. C'est une particule qui représente une idée presque hérétique, Pacho, ne ressemblant à rien de ce qui a été observé jusqu'à présent. Sa caractéristique distinctive est de créer un pont entre les deux grandes familles de matière que le modèle standard sépare par un langage sans équivoque. Les quarks et les leptons. Les quarks sont les particules qui forment les protons et les neutrons, le cœur des atomes. Les leptons sont la famille de particules, comme l'électron et le muon. Dans le livre de règles du modèle standard, ces deux tribus ne peuvent jamais se transformer l'une en l'autre. Ce sont des royaumes distincts, avec des lois distinctes. Tout comme un lion ne peut jamais se transformer en aigle. Un leptoquark serait la chose qui brise cette règle. Une particule traductrice capable de parler les deux langues. Une clé génétique qui permet à un lion d'avoir des ailes. Son existence murmurerait une vérité énorme. Les quarks et les leptons ne sont en fait pas deux familles distinctes, mais deux branches descendant d'une seule structure profonde. Cela signifierait que les particules fondamentales du modèle standard ne sont en fait pas fondamentales, qu'il y a une racine plus profonde sous l'arbre. Les physiciens rêvent de cette idée depuis 50 ans sous le nom de grande théorie unifiée. Voir l'ombre d'un leptoquark à l'intérieur de la boucle du pingouin
serait la première preuve physique que ce rêve pointe vers quelque chose de réel. Cela montrerait que le zoo de particules du modèle standard n'est en réalité qu'une province d'un royaume plus grand, plus unifié. Le deuxième suspect a une signification différente. Son nom, Z'. Ce n'est pas une nouvelle particule, mais une force de la nature entièrement nouvelle. Pas une modification des 4 forces que nous connaissons, forte, faible, électromagnétique, gravitation, mais une 5e interaction fondamentale. Cette force serait portée par une particule lourde appelée boson Z'. Et la caractéristique la plus étrange de cette force serait qu'elle interagirait de manière sélective avec la matière, c'est-à-dire qu'elle pourrait sentir la différence entre un électron et un muon. Aucune force connue ne fait cela. Pour l'électromagnétisme, un électron et un muon sont 2 charges négatives identiques avec des poids différents. La situation est similaire pour la force faible. Mais une force Z' pourrait les traiter différemment, tout comme certaines personnes aiment les chats et d'autres les chiens. Cette force pourrait avoir une préférence pour certaines familles de particules. Si ce qui tord l'angle des maisons B est un Z', alors cette anomalie était notre premier contact avec une force qui a agi sur l'univers depuis le début des temps. Une force qui a façonné des événements à des énergies au-delà de tout ce que nos machines peuvent atteindre, mais qui est restée jusqu'à présent complètement invisible à chaque expérience menée par l'homme. Ce serait comme trouver une porte secrète qui a toujours existé dans les murs de la pièce, mais que nous n'avions pas pu remarquer. Un réseau social secret de l'univers, qui ne parle pas avec toutes les particules du modèle standard, mais qui ne murmure qu'à un groupe spécifique. Et il faut s'arrêter un instant pour penser que ces 2 options, une racine cachée sous les familles de matière, ou une 5e force gouvernant l'univers, sont les interprétations les plus conservatrices de cette anomalie. Ce sont les choses que les physiciens suggèrent quand ils essaient d'être prudents. Mais l'histoire nous a déjà montré quelles grandes portes de tels petits nombres têtus peuvent ouvrir. Au milieu du 19e siècle, les astronomes ont remarqué une déviation dans l'orbite de la planète Mercure. Son point le plus proche du Soleil se déplaçait de 43 secondes d'arc de plus par siècle que ce que les lois de Newton autorisaient. 43 secondes d'arc, une tranche d'angle que l'œil humain ne pourrait jamais remarquer, enfouie dans des décennies d'enregistrements télescopiques. Les scientifiques ont fait ce qui était logique. Ils ont cherché l'explication banale. Ils ont passé 50 ans à chercher une planète cachée à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Ils étaient même si sûrs de son existence qu'ils lui ont donné un nom à l'avance. Vulcain. Mais cette planète n'a jamais été trouvée, car elle n'a jamais existé. Et en 1915, Albert Einstein a montré que ces 43 secondes d'arc n'étaient pas une planète. Elles étaient une fissure dans la chambre de Newton. Le premier bord visible de la relativité générale. Trou noir, univers en expansion, Big Bang, onde gravitationnelle, tout est entré par cette fissure. Voilà la véritable échelle de ce qui est en jeu sous la campagne genevoise. Car, souviens-toi de ce que les murs parfaits du modèle standard ne peuvent pas expliquer. Toi, la particule sur 1 milliard. Quand la matière et l'antimatière se sont annihilées au début de l'univers, quelque chose a fait pencher la balance en faveur d'un côté. Dans les profondeurs des lois, une asymétrie assez forte pour laisser derrière elle l'univers que nous voyons aujourd'hui. Ce biais manquant, cette raison d'être,
doit se cacher précisément dans le genre de physique qui vit à l'intérieur des boucles quantiques et qui fait une distinction entre les familles de matière. Dans la physique des saveurs, dans la physique des maisons B, dans la physique des pingouins, cette fissure, personne ne peut garantir qu'elle est liée à la réponse à la question de savoir pourquoi l'univers a préféré la matière à la lumière. Mais elle est sur le bon mur, le seul mur où la réponse a pu raisonnablement se cacher jusqu'à présent. Et c'est la première pièce de ce mur qui bouge depuis 50 ans. Et maintenant, le vrai miracle arrive. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent n'était qu'une préparation. Un calme avant la tempête. Car la naissance d'une anomalie n'est pas rare. Mais la survie d'une anomalie est presque possible. Le cimetière de la physique est rempli de pierres tombales pleines de promesses. Et chaque nouvelle anomalie doit franchir la porte de ce cimetière. Là, elle affronte les bourreaux les plus impitoyables. L'erreur matérielle, la coïncidence statistique. L'erreur de calcul est le plus dangereux de tous. Les péchés de sa propre famille. Lorsque l'anomalie du pingouin a franchi cette porte, personne ne lui donnait une chance. Mais, alors, la chose la plus incroyable s'est produite. Elle a commencé à se battre, et chaque victoire était plus choquante, plus impossible que la précédente. Maintenant, tu vas assister à la plus grande histoire de survie des 50 dernières années de la science. Le premier bourreau est arrivé. Le plus simple, le plus destructeur. Son nom, le câble mal branché, l'erreur matérielle. C'est l'assassin qui tue les plus grands rêves pour les raisons les plus stupides. Te souviens-tu comment il a vaporisé l'affirmation de 6 sigma des neutrinos supraluminiques de l'expérience Opéra en 2011 avec un seul connecteur de fibre optique mal branché? Le monde de la physique était presque certain que l'anomalie du pingouin provenait également d'un défaut aussi simple. Peut-être un capteur mal calibré dans les profondeurs du détecteur, LHCb. Peut-être une minuscule interférence dans l'un des milliers de câbles. C'était la mort la plus facile. Et la fin, attendue. C'est pourquoi, lorsque l'expérience CMS a annoncé ses propres résultats en 2025, le monde scientifique a retenu son souffle. CMS est une machine complètement différente, à l'exact opposé de l'anneau, à 13,5 km de distance, conçue par des ingénieurs différents, utilisant du matériel différent, fonctionnant avec des logiciels différents. Et surtout, il y a une rivalité professionnelle entre eux et l'équipe de LHCb. Leur travail est de trouver les erreurs des autres. CMS était l'arme parfaite pour chasser le fantôme de LHCb. Et cette arme a tiré. Le résultat est tombé. Et tout le monde a été choqué. La déviation était là. Les données de CMS avaient laissé moins de puissance statistique. Elles étaient donc plus floues. Mais la direction et la structure de la déviation étaient en parfait accord avec ce que LHCb avait vu. C'était un tremblement de terre, car c'était la première preuve que l'anomalie ne pouvait pas être une erreur d'une seule machine. C'était le moment où la main sur l'épaule a été ressentie par une autre personne dans la pièce. Ce n'était pas un câble mal branché, c'était une étoile inexpliquée que 2 géants voyaient dans le même ciel. L'anomalie avait vaincu son premier bourreau, Mess. La guerre ne faisait que commencer, car maintenant, le deuxième bourreau est entré en scène, plus insidieux, plus impitoyable. Son nom, la coïncidence statistique, la conspiration du hasard. C'est l'assassin qui a créé le fantôme de la bosse de 750 gigaélectronvolts, qui a trompé Atlas et CMS en même temps en 2015.
il est possible que deux expériences voient, par pur hasard, le même bruit insignifiant au même endroit. C'est rare. Mais, jamais impossible, cette forme de mort vient avec plus de données. Les fantômes statistiques se dissipent comme un brouillard à mesure que les données s'accumulent. C'est pourquoi chaque nouvelle période de collecte de données du LHC était une guillotine pour le pingouin. L'anomalie a d'abord murmuré en 2013 avec un petit ensemble de données de la première période de fonctionnement du LHC, Run-On. Tout le monde a dit « Attendons, ça disparaîtra avec les données du Run 2 ». Mais les données du Run 2 sont arrivées, et bien plus encore. Et l'anomalie n'a pas disparu. Au contraire, elle s'est renforcée, grimpant au niveau de 4 sigma. Même lorsque toutes les données collectées de 2011 à 2018 ont été combinées, la déviation est restée obstinément en place. 12 ans, 4 périodes de données différentes. À chaque fois, la guillotine est tombée. Et à chaque fois, l'anomalie a esquivé. Ce n'était plus une simple coïncidence. C'était comme lancer un dé 12 fois de suite et obtenir un 6 à chaque fois. Possible ? Oui. Probable ? Non. C'est le moment où tu commences à soupçonner que les dés sont pipés. Les dés de l'univers étaient pipés, et le pingouin avait réussi à échapper à la mort statistique. Ça dit say. Mais les 2 bourreaux les plus dangereux l'attendaient encore. Le 3e bourreau est arrivé, le plus intellectuel, le plus arrogant. Son nom, les poteaux de but qui bougent, l'erreur de calcul théorique. C'est l'assassin qui a tué l'anomalie du Muon-J, -2 de 20 ans. Parfois, le problème n'est pas dans la mesure, mais dans la prédiction théorique à laquelle tu la compares. La carte du mur est fausse. Et pour la boucle du pingouin, c'était un danger très réel, car il y avait un effet quantique appelé pingouin charmé, incroyablement difficile à calculer. Peut-être que les théoriciens avaient mal calculé cet effet. Peut-être que cet effet était assez puissant pour créer cette déviation à lui seul. Pendant des années, les physiciens théoriciens les plus brillants du monde entier ont utilisé des supercalculateurs et les techniques mathématiques les plus avancées pour maîtriser ce calcul. C'était comme jouer une partie d'échecs mental contre un monstre. Chaque coup nécessitait des mois de calcul. Et lentement, les résultats ont commencé à arriver. Les calculs de pointe de lattice QCD. Les modèles les plus avancés disaient tous la même chose. L'effet des pingouins charmés était réel. Mais il n'était pas suffisant. Il était bien en deçà de ce qui était nécessaire pour expliquer la déviation observée. De plus, la forme de la déviation était également fausse. L'effet que créeraient les pingouins charmés ne correspondait pas au motif angulaire spécifique observé dans les données. C'était comme si un suspect de meurtre admettait être sur les lieux du crime. Mais que ses empreintes digitales ne correspondaient pas. La carte n'était pas fausse, ou du moins, pas si fausse que ça. L'anomalie avait déjoué le 3e bourreau qui essayait de la vaincre par l'intelligence. Il ne lui restait plus qu'à affronter son dernier ennemi, le plus personnel, le 4e et dernier bourreau, de son propre sang, de sa propre famille. Son nom, le fantôme de RK. La contamination des données. C'est l'assassin qui a tué l'anomalie RK, l'étoile la plus brillante de la famille des maisons B. Et c'était la mort la plus probable pour le pingouin, car cela concernait la même expérience, le même groupe de physiciens. Cette insidieuse contamination par les électrons qui a tué RK aurait-elle pu s'infiltrer également dans cette analyse? L'équipe de LHCb devait nettoyer la tâche de sa propre histoire. Alors,
Après avoir exécuté leurs propres résultats les plus célèbres, ils sont retournés à l'analyse du pingouin avec ses couteaux ensanglantés. Ils ont tout démonté. Ils ont appliqué les leçons qui ont tué RK. L'analyse angulaire n'utilisait pas les électrons. Mais les muons et hao, plus faciles à comprendre. Les bruits de fond étaient différents. Mais, quand même, ils ont retourné chaque pierre. Ils ont réexaminé chaque étape de l'analyse, chaque hypothèse, chaque algorithme. C'était un acte d'auto-interrogation, une confession scientifique. Et à la fin, ils n'ont rien trouvé. L'analyse était propre. La maladie qui a tué RK n'était pas présente chez le pingouin. Il avait réussi à survivre à la malédiction de sa propre famille. 4 bourreaux, 4 tests mortels. Et l'anomalie du pingouin qui s'en est sorti indemne. Ce n'était plus juste une anomalie, c'était un survivant, un défi. Alors, qu'est-ce que cette entité qui a survécu au cimetière, cet impossible survivant, essaie de nous dire exactement? C'est pourquoi ce que cette entité qui a survécu au cimetière essaie de nous dire n'est pas une fin, mais un début. Ce n'est pas une seule fissure, mais le premier indice d'une architecture. Car il y a une autre vérité qui distingue vraiment l'anomalie du pingouin de toutes les autres anomalies de l'histoire, qui la transforme d'une bizarrerie statistique en un signe avant-coureur d'une révolution. Il n'est pas seul. Depuis des années, une famille de désintégration de maisons B complètement différentes s'éloignait silencieusement des promesses du modèle standard. Ces mesures impliquaient le lepton tau, le frère le plus lourd de l'électron. Une désintégration différente, un lepton différent, un coin différent du même mur. Et ces anomalies du tau oscillent obstinément autour de 3 sigma depuis une décennie. Elles ne sont pas une découverte à elles seules, mais lorsqu'elles sont associées au pingouin, cela cesse d'être une coïncidence. Cela devient un motif. C'est comme entendre le murmure de la même musique mystérieuse venant de 2 pièces différentes de la maison en même temps. Car les 2 anomalies attaquent la même promesse structurelle du modèle standard. Le même pilier fondamental, l'égalité des familles de leptons. Cette unique prophétie que la théorie ne peut pas plier sans se briser. Une anomalie, c'est une écharde. Mais 2 anomalies, s'appuyant sur la même poutre, cachée depuis des côtés différents, commencent à ressembler à une architecture. Ce n'est plus seulement du bruit, c'est une symphonie, et le compositeur de cette symphonie est peut-être sur le point de révéler l'un des secrets les plus profonds de la physique. Et maintenant, prépare-toi à voir comment tout est connecté. Car ces 2 anomalies, ces 2 fissures, apparaissent exactement là où se trouve le plus grand échec du modèle standard. La raison de notre existence. Nous avons dit que lorsque la matière et l'antimatière se sont annihilées au Big Bang, quelque chose a favorisé la matière dans une proportion d'1 milliardième. Il existe un mécanisme à l'intérieur du modèle standard qui pourrait créer ce genre de favoritisme. Mais ce mécanisme n'a même pas un quadrillionième de la puissance nécessaire pour créer l'univers que nous voyons aujourd'hui. Il ne fonctionne pas. C'est comme essayer de démarrer un incendie de forêt avec une allumette. C'est pourquoi la symétrie massive et manquante qui a permis à l'univers d'exister doit provenir d'une nouvelle physique au-delà du modèle standard. Et cette nouvelle physique doit avoir précisément 2 caractéristiques. Premièrement, elle doit pouvoir vivre à l'intérieur des boucles quantiques. Deuxièmement, elle doit pouvoir faire la distinction entre les différentes familles de matière, c'est-à-dire qu'elle doit être une physique des saveurs. La physique des maisons B, la physique des pingouins.
la physique d'Ethos. Cela ne peut pas être une coïncidence. C'est une carte au trésor. Les fissures apparaissent exactement là où le trésor devrait être enterré. Cela signifie que les anomalies du pingouin et du tau ne sont pas seulement des énigmes intéressantes, mais pourraient aussi être le premier indice concret de la question la plus fondamentale de l'univers. Pourquoi existons-nous? La possibilité que le miracle de survie d'un milliardième nous fasse signe pour la première fois depuis 50 ans depuis les données du CERN. C'est pourquoi ce qui va se passer maintenant est bien plus qu'une simple curiosité scientifique. C'est une histoire de détective existentielle. Et le prochain chapitre de cette histoire n'est pas hypothétique. Le mécanisme de résolution est déjà en marche. L'anomalie se situe actuellement à 4 sigma, une chance sur 16 000. Le seuil de découverte est de 5 sigma, une chance sur 1,7 million. Et les données qui combleront l'écart entre ces deux niveaux se trouvent déjà sur les serveurs du CERN, depuis que l'analyse a été gelée en 2018. Le détecteur LHCb amélioré a enregistré 3 fois plus de collisions. Ces morts, ces désintégrations, sont actuellement en cours de traitement dans les pipelines d'analyse. Tout comme avant, elles sont examinées par des physiciens à qui il est interdit de voir le résultat, à l'intérieur de cadres d'analyse à l'aveugle. Et ces physiciens savent très bien le poids qu'ils portent sur leurs épaules. Dans quelques années, dans une salle de conférence ordinaire, au milieu de ces tasses de café et ordinateurs portables familiers, un écran s'allumera et la commande « Ouvrir la boîte » sera donnée. Si la déviation a disparu, la fissure rejoindra les autres fantômes du cimetière. Une leçon de plus, fin de l'histoire, et les murs de la pièce redeviendront parfaits, silencieux et incassables. Mais, si la déviation se précise, si 4 sigma se transforment en 5 sigma, ce sera le moment le plus important de la physique depuis le 4 juillet 2012. Le jour où la découverte du boson de Higgs a complété le modèle standard. Peut-être même plus grand, car ce jour-là, la physique avait complété la carte qu'elle avait en main. Ce jour-ci, la physique apprendra que cette carte n'est qu'un coin du territoire, car cela change non seulement notre connaissance de l'univers, mais aussi nos sentiments sur notre place dans l'univers. Nous ne nous sentons plus comme des prisonniers dans une pièce fermée à clé, mais comme des explorateurs qui ont découvert l'existence d'une porte. Mais cette découverte apporte avec elle de nouvelles questions, plus profondes, sur la nature de la compréhension et les limites de la connaissance. Car mesurer quelque chose, est-ce la même chose que de le comprendre? Et si nous ouvrons cette porte, ce que nous espérons trouver à l'extérieur sera-t-il la même chose que ce que nous trouverons réellement? Et cette question, à savoir si mesurer quelque chose est la même chose que le comprendre, nous amène à une couche plus profonde, notre relation avec la connaissance elle-même. Nous commençons à interroger non seulement notre place dans l'univers, mais aussi la nature de notre effort pour comprendre l'univers. Car cette anomalie ne nous promet pas seulement une nouvelle physique, elle nous rappelle aussi à quel point la connaissance est fragile, à quel point la quête exige de la patience, et à quel point la certitude est un luxe rare. C'est pourquoi il est maintenant temps de poser la question la plus intime. Que faisons-nous de cette information? Quand nous trouvons une fissure, que signifie-t-elle pour nous? Cela nous amène au premier nouveau contraste, la quête de certitude et l'inévitable incertitude. D'un côté, il y a l'impulsion fondamentale de la science, trouver des réponses certaines. La physique est une machine construite pour éliminer l'incertitude. Nous concevons nos expériences
nos théories et nos mesures de manière à ne laisser aucune place au mot « peut-être ». Le seuil des 5 sigma est l'expression la plus concrète de cette quête. C'est une marge d'erreur d'1 sur 1,7 million, c'est-à-dire une quasi-certitude absolue. Même lorsque l'expérience du muon G, moins 2 de 20 ans, a atteint 4,2 sigma, elle n'était pas satisfaite, car cette petite marge d'incertitude était toujours là. C'est dans notre nature. Nous voulons savoir. Nous voulons éliminer le doute. C'est pourquoi nous dépensons nos décennies et nos milliards de dollars à chasser un seul chiffre, une seule vérité. Mais, de l'autre côté, il y a la vérité inévitable que cette histoire nous enseigne. L'incertitude est toujours là. L'histoire de 12 ans de cette anomalie n'est pas une histoire de certitude, mais une histoire d'hésitation. En 2013, c'était un murmure. Puis, elle est montée à 2 sigma. Puis, elle a un peu baissé. Puis, elle est remontée. Elle a atteint 4 sigma, mais n'a pas pu en devenir 5. Ce n'est pas la progression propre et linéaire racontée dans les manuels de science. C'est la danse désordonnée, en va-et-vient, pleine d'espoir et de déception de la vraie science. L'aspect tragique de ce contraste est que notre fin de certitude absolue ne sera jamais pleinement satisfaite. Il y aura toujours une marge de doute. Toujours la question « et si nous nous trompions ?» Des incertitudes théoriques comme « ces pingouins charmés seront toujours tapis aux abords de nos données ». C'est un aveu de notre limitation. Peu importe la puissance des machines que nous construisons, nous n'entendrons peut-être jamais le dernier mot de l'univers. Maïs, cette incertitude est aussi la preuve que la science est un processus vivant, qui respire. Si toutes les réponses étaient certaines, la science serait une pièce de musée. Il n'y aurait plus de place pour le débat, la découverte, l'imagination. L'incertitude est le sol où germent les nouvelles idées. L'espace entre 4 et 5 sigma est le terrain de jeu où une génération de théoriciens développe ses idées les plus créatives. C'est le plus beau rappel que la science n'est pas une destination, mais un voyage sans fin. Tu vis aussi avec ce contraste chaque jour. Tu cherches la certitude absolue dans ta vie. Mais tu dois aussi prendre des décisions dans l'incertitude chaque jour. Ton voyage personnel est aussi, tout comme cette anomalie, une danse entre les doutes et les espoirs. Et peut-être que le sens ne se trouve pas dans les réponses certaines, mais dans cette danse elle-même. Cette danse nous amène à un deuxième contraste profond, un événement instantané et un effet durable. Toute la vie d'un maison B dure 1,5 billionième de seconde. C'est une durée si courte que la perception humaine ne peut la saisir. Plus courte que le temps nécessaire à la lumière pour parcourir 1 millimètre. Des millions de ces événements se produisent et disparaissent chaque seconde au cœur du grand collisionneur de Hadron. C'est comme s'ils n'avaient presque jamais eu lieu. Sur la chronologie de l'univers, ces morts sont un néant. Dans nos vies aussi, la plupart des moments passent, disparaissent sans laisser de traces. Nos routines quotidiennes, nos conversations banales, nos souvenirs oubliés, une grande partie de notre vie, comme la mort de ces maisons, B, est apparemment insignifiante et éphémère. C'est la fugacité tragique de l'existence. Peu importe nos efforts, nous ne pouvons pas arrêter le flux du temps. Les moments viennent et s'en vont, et cela peut rendre notre désir de créer quelque chose de durable, de laisser une trace, encore plus désespéré. Mais cet événement unique qui se produit en 1,5 billionième de seconde, s'il porte l'empreinte d'une nouvelle loi de la physique, peut changer à jamais notre compréhension de l'univers.
Cet événement instantané peut renverser une théorie qui est restée inébranlable pendant 50 ans. Il peut faire réécrire les manuels des générations futures. Ce bref instant peut être la graine d'une révolution durable. C'est le pouvoir de l'instant. La plupart des moments peuvent être éphémères, mais certains moments changent tout, et nous ne savons jamais lequel sera ce moment. C'est notre espoir. Une journée qui semble ordinaire peut contenir un moment qui change notre vie. Une rencontre insignifiante peut se transformer en une relation durable. Un acte que nous pensions oublier pourrait laisser une profonde empreinte sur la vie de quelqu'un d'autre. Tu possèdes aussi ce pouvoir. Ta vie est composée de milliards d'événements instantanés. Et n'importe lequel de ces moments a le potentiel de changer à jamais ton histoire ou celle de quelqu'un d'autre. Tout comme ce seul maison B, barre verticale, ton bref instant peut laisser un effet durable dans le tissu de l'univers. Et cet effet nous amène à un dernier contraste philosophique, l'effort individuel et l'héritage collectif. Au début de cette histoire, il y avait un homme, John Ellis, en 1977. Il a perdu une seule partie de fléchette et a ajouté un seul mot à son article. C'était un petit acte personnel, honorer un pari. Sa presse aimait cet acte unique. Un demi-siècle plus tard, a donné son nom à l'un des mystères les plus excitants d'un domaine. De l'autre côté, il y a des dizaines de milliers de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens, de plus de 100 pays. La plupart d'entre eux sont des gens dont nous n'entendrons jamais les noms, dont nous ne verrons jamais les visages. Ce sont les héros anonymes qui ont serré une seule vis dans la machine géante du CERN, qui ont écrit des milliers de lignes de code, qui ont surveillé les détecteurs pendant les quarts de nuit. Leurs efforts individuels peuvent sembler être une goutte dans l'océan. L'aspect tragique de ce contraste est la petitesse et l'invisibilité de l'individu dans cet effort collectif colossal. La contribution d'une seule personne peut se perdre dans cette armée de 10 000 personnes. Et cela peut nous faire sentir que nos propres efforts sont insignifiants dans un ensemble plus grand. Cela peut nous amener à nous poser la question « Qu'est-ce que je change, moi ?» Mais l'océan n'existerait pas sans ces 10 000 gouttes réunies. L'acte unique et personnel de John Ellis a pris un sens lorsqu'il s'est combiné à l'effort collectif de dizaines de milliers de personnes. Et chaque vis serrée par chacun de ces 10 000 personnes, chaque ligne de code écrite, a construit cette grande machine qui révélera les secrets de la boucle du pingouin. L'effort individuel et l'héritage collectif ne sont pas opposés. Ce sont des forces complémentaires. L'un est dénué de sens sans l'autre. C'est le secret derrière les plus belles réalisations de l'humanité. Un seul visionnaire et des milliers de héros anonymes qui transforment cette vision en réalité. Tu fais aussi partie de cette structure. Tes actions individuelles peuvent parfois sembler petites et insignifiantes. Mais ces actions font partie de cet héritage collectif qui constitue ta famille, ta communauté, le monde, et ton seul acte, tout comme cette partie de fléchette de John Ellis, peut façonner un avenir que tu ne peux même pas imaginer. Toutes ces pensées, notre quête de certitude et l'inévitabilité de l'incertitude, les effets durables des événements instantanés, la transformation de notre effort individuel en héritage collectif. Ce sont les leçons que cette fissure nous enseigne, non seulement sur la physique, mais aussi sur le fait d'être humain. Mais, à la lumière de ces leçons, alors que nous approchons de la fin de notre voyage, il y a peut-être une question plus fondamentale à se poser,
et la question plus fondamentale que nous devons nous poser à la lumière de ces leçons est la suivante. Comment cette quête elle-même nous change-t-elle? Même si nous ne trouvons pas de réponse, quelle est la valeur de poser la question? Car ce voyage révèle non seulement les secrets de l'univers, mais aussi la nature de notre propre espèce. C'est pourquoi, dans cette dernière couche de notre réflexion philosophique, nous nous concentrerons non plus seulement sur ce que nous savons, mais sur comment nous savons et sur ce que cet acte de savoir fait de nous. Ce n'est pas seulement un regard vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Ce regard nous amène au premier et peut-être plus important contraste, un espoir fragile et une obstination inébranlable. D'un côté, il y a le fait que cette anomalie repose sur une base très fragile. Ce n'est pas encore une découverte. C'est un murmure sous le seuil des 5 sigma, Yas, qui peut à tout moment se transformer en un bruit statistique, être effacé à tout moment par un nouveau calcul théorique. Notre espoir ne repose pas sur une certitude d'1 sur 1,7 million, mais sur une probabilité d'1 sur 16 000. Et le cimetière de la physique nous a montré à quel point de tels espoirs meurent souvent et sans pitié. C'est comme construire une maison de rêve qui peut s'effondrer à tout moment. L'aspect tragique de cette situation est que tant de personnes, tant de ressources et tant d'années ont été consacrées à quelque chose qui pourrait finalement se transformer en un rien. C'est la vérité la plus cruelle du processus scientifique. Il n'y a aucune garantie que vos efforts seront récompensés. Une quête de toute une vie peut avoir été passée à la poursuite d'une illusion. C'est la plus profonde fragilité de l'homme face à l'univers. Mais, de l'autre côté, il y a cette incroyable obstination qui nous permet de continuer malgré cette fragilité. 12 ans. Cette anomalie se bat pour survivre depuis 12 ans. Et les scientifiques, malgré chaque déception, chaque incertitude, continuent de l'étudier depuis 12 ans. Ce n'est pas une foi aveugle, c'est une persévérance basée sur des preuves. C'est cet esprit humain inébranlable qui dit « peut-être que cette fois, c'est vrai ». La beauté de cette obstination est plus importante que le résultat lui-même. C'est la preuve que la quête elle-même est précieuse, même si le succès n'est pas garanti. Car au cours de cette quête, nous développons de nouvelles technologies, nous formons la prochaine génération de scientifiques et, surtout, nous maintenons vivante notre curiosité pour l'univers. Tu vis aussi ce contraste dans ta propre vie. Tes rêves et tes objectifs peuvent reposer sur des espoirs fragiles qui peuvent s'effondrer à tout moment. La possibilité d'échec est toujours là. Mais ce qui te fait avancer, c'est cette obstination intérieure qui te permet de continuer à essayer malgré cette fragilité. Le sens ne réside pas seulement dans l'atteinte de l'objectif, mais dans la persévérance que tu montres sur le chemin qui y mène. Et cette persévérance nous amène à un autre contraste final, le désir de détruire et la nécessité de construire. Le grand collisionneur de Hadron a été construit dans un seul but, briser la physique, détruire le modèle standard qui règne depuis 50 ans. C'est une destruction créatrice. En science, le progrès est réalisé en détruisant les anciennes idées et en construisant de nouvelles à leur place. C'est une impulsion révolutionnaire. Questionner l'ordre existant, renverser les autorités et tout repenser depuis les fondations. C'est la force motrice derrière cette quête. Détruire. Mais, de l'autre côté, il y a la réalité de ce qui se passera lorsque nous aurons détruit ce mur. Un vide. Si le modèle standard est faux, alors par quoi le remplacerons-nous
L'aspect tragique de cette question est que nous n'avons rien de mieux pour remplacer ce que nous détruisons. Nous mettons de côté une théorie incroyablement réussie qui a expliqué chaque expérience pendant 50 ans. Et à sa place, nous n'avons que quelques données incohérentes et des centaines de nouvelles théories non prouvées et contradictoires. C'est comme quitter un port sûr pour s'aventurer sur un océan sans carte. Détruire est facile. Mais reconstruire est incroyablement difficile, et c'est un moment effrayant pour le monde de la science. Mais c'est aussi une opportunité qui ne se présente qu'une fois par génération. Cette toile vierge, cet océan sans carte, c'est la chance de construire un nouveau monde. Sur les cendres d'une théorie détruite, la possibilité de bâtir une nouvelle structure qui comprend l'univers à un niveau plus profond. Les leptoquarks, les bosons, Z', ou des idées que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Ce sont les pierres de construction potentielles de la nouvelle cathédrale. Et ce processus de construction est le moment le plus excitant, le plus créatif de la science. Tu rencontres aussi ce contraste dans ta vie. Parfois, pour avancer, tu dois détruire tes vieilles habitudes, tes anciennes croyances, ton ancienne vie. Et le vide qui suit cette destruction peut être effrayant. Mais ce vide est aussi l'opportunité de construire un nouveau toi. Le courage de détruire et la responsabilité de reconstruire sont la dynamique fondamentale de la croissance. Tout notre voyage philosophique, partant de notre ignorance parfaite, passant par notre petitesse significative, notre solitude connectée, notre sérieux ludique, notre silence sonore. Nous avons vu la danse de notre quête de certitude avec l'incertitude, les effets durables des événements instantanés, la transformation de notre effort individuel en héritage collectif. Et enfin, nous avons compris comment notre espoir fragile survit grâce à notre obstination inébranlable et comment notre désir de détruire nous force à construire quelque chose de plus grand. Nous savons maintenant que cette fissure n'est pas seulement un ombre, c'est un miroir de notre relation avec l'univers. C'est un symbole de notre fragilité, de notre obstination, de notre curiosité et surtout de notre quête de compréhension sans fin. Ce long et profond voyage de réflexion nous ramène à notre point de départ. Mais nous le regardons maintenant avec des yeux différents. Nous ne regardons plus seulement une anomalie, mais un potentiel. Pas seulement des données, mais une promesse. Et il est enfin temps de résumer ce que cette promesse signifie. Comment cette histoire pourrait se terminer et où cette fissure nous mènera. Par conséquent, la question plus fondamentale à laquelle nous sommes arrivés dans ce voyage nous ramène au début, à cette chambre close. Au cours de ce voyage, nous avons vu comment une théorie parfaite de 50 ans s'est transformée en cauchemar. Dans le cimetière de la physique, nous avons été témoins de l'extinction des espoirs les plus brillants. Mais, en même temps, nous avons suivi l'histoire de survie d'une anomalie tenace de 12 ans qui a survécu à 4 tests mortels. Et au cours de ce processus, nous avons été confrontés aux paradoxes les plus profonds, non seulement de l'univers, mais aussi de notre propre nature. Nous savons maintenant que sous la campagne genevoise, à l'intérieur de la plus grande machine de l'histoire, il y a une fissure dans les murs du modèle standard. Cette fissure, au niveau de 4 sigma, avec une probabilité d'1 sur 16 000, est trop réelle pour être une coïncidence. Et elle apparaît précisément sur le mur où se cache le plus grand secret de notre existence. Le mystère de cette matière sur 1 milliard. Toi aussi, tu fais partie de cette histoire.
ton existence est la preuve vivante de l'importance de cette fissure et la porte que cette fissure ouvrira pourrait changer à jamais non seulement notre connaissance de l'univers, mais aussi notre place dans cet univers. Si ce voyage a également enflammé ta curiosité, et si tu souhaites continuer à être témoin des plus grands secrets de l'univers, pense à rejoindre cette chaîne, car nous découvrirons ensemble ce qui nous attend au-delà de cette fissure. Et cette découverte pourrait nous pousser à remettre en question la nature de la réalité, et même à nous demander si ces règles elles-mêmes ne sont pas un code. Dans cette vidéo, nous avons parlé d'une fissure dans les règles fondamentales de l'univers. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, et si ces règles n'étaient seulement pas réelles depuis le début, et si toute cette physique, ces particules, ces galaxies, n'étaient que les parties d'un programme informatique incroyablement avancé? Dans notre prochain voyage, nous examinerons les preuves et les contre-preuves de l'hypothèse de la simulation. Êtes-vous prêts?